Allez, on vous emmène aujourd'hui pour un voyage de 1100 km au pays du Yassa, du Mafé et du Bachi, le Mali, terre natale d'un célèbre promoteur de spectacles, organisateur d'événements africains. Eh bien, c'est donc aujourd'hui une expérience particulière que nous allons vivre avec lui parce qu'il a une histoire étincelle qu'il raconte dans l'émission qui raconte vos histoires, toutes vos histoires. C'est midi en direct sur RTI1. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Notre témoin va sûrement vous toucher. Tout de suite, ces détails livrés par Marie-Ange Pemiem. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit l'un des promoteurs de spectacles les plus connus sur le continent africain et dans la diaspora. Né à Lafiabougou à Bamako, Mohamed Lamine Sangaré, connu sous le sobriquet de Momo de Paris, est un entrepreneur et producteur. Après son diplôme d'études fondamentales, il est orienté au centre de formation professionnelle de Bamako, où il sort nanti d'un diplôme d'aide comptable en 1998. Installé à Paris, il travaille pendant 2 ans dans une grande industrie de lingerie en tant que manutentionnaire. Aujourd'hui, acteur majeur du showbiz malien, il a à son actif des concerts géants avec de grosses stars de la musique telles que Maître Gims, Dadju, Fally Ipupa. Notre invité pose des actions en faveur du développement social, du divertissement et de la culture au Mali. Nous en saurons davantage dans un instant sur le plateau de C'est Midi. Aïe, Sangaré, bismillah, là. Momo de Paris, là. Attends, un grand homme, attends. Sur le plateau de C'est Midi. Ah, ici, bismillah. Il dansait. Bonjour. Ibola. Sangaré, can. La fille a beaucoup d'aide. Bismillah. Merci. Il fallait un grand homme, il faut l'installer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Mais à ma foi, il m'a rien donné. C'est vrai, il n'a pas donné l'allégrie. Ah, quoi faire, un camion. Il aura peut-être le temps de le faire. Ne vous inquiétez pas. Allez, bonjour, Momo de Paris. C'est un nom qu'on a beaucoup entendu dans plusieurs chansons de chanteurs ou de stars africaines. Et aujourd'hui, on vous a sur le plateau avec le grand sourire, la taille de basketteur, j'ai envie de dire. Un vrai plaisir. Bienvenue. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci pour toute l'Afrique. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Et puis, voilà. Moi, je suis quelqu'un, je suis timide. On l'a bien senti. Pas de souci. Alors, bonjour Cassandra. Bonjour. Le Mali, c'est un pays que vous connaissez de loin? Oui, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis maliens. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Je profite, s'il vous plaît, pour dire que Paterne est vraiment beau. Et vous aussi. Donc, voilà. Je tenais à le préciser. Attention, quand vous faites des louanges à Paterne, il risque de... Jean-Michel, alors, aujourd'hui. Mais ça peut avoir la question que vous avez posée. Non, mais c'est bon, il a la classe. Allez, bonjour Paterne. Bonjour Jean-Michel. Chris Paterna-Sémian. Justement. Le Mali, ça vous parle? J'y étais en 2008. D'accord. La dernière fois, j'y compte en fait beaucoup d'amis dans ce pays. Voilà, donc je profite de l'occasion pour saluer tous les Maliens qui nous suivent en ce moment. D'accord, Voilà. c'est super sympa. Lui, il a déjà mis tous les atours qu'il faut pour faire un clin d'œil à ce magnifique pays. C'est Dr Philo. J'ai été aussi au Mali en 2015. Racontez-nous rapidement. Un pays d'hospitalité. Je profite pour faire un clin d'œil à toute la population de Djikoroni, que je connais bien, de Mopti, de Bamako, de Ségou, voilà. Et puis, on fait quoi? Puis en même temps, profiter pour dire au peuple malien que nous sommes de cœur avec eux. Tout récemment, ce peuple qui a subi d'une attaque djihadiste avec plusieurs morts, des soldats, et puis on est de cœur avec eux. Et puis nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain et que tout cela s'arrête. Tellement bien dit, mon cher Dr Philo. Nous sommes en solidarité avec vous. Momo de Paris, je me sers de ma passion pour redorer l'image du Mali. C'est le thème qui justifie votre présence sur ce plateau, présence distinguée, Momo de Paris. Merci encore une fois d'être là. Et c'est Dr Philo qui tout de suite, à sa façon, peut-être avec aussi un accent, je sais pas, avec des termes bambara, qui va nous livrer son analyse. C'est parti. Le thème du jour, selon Dr Philo. Passion pour redorer l'image du Mali, mais cela me rappelle cette phrase de Félix Houphouët-Boigny, fondateur de notre nation, la Côte d'Ivoire, qui disait que chacun à tous les niveaux s'interroge: ai-je fait bien fait pour mon pays ce que je dois? Et vous le faites bien. Parce que, vous savez, il ne faut pas tout attendre de l'État. Alors, des jeunes comme Momo de Paris, ces jeunes l'ont tout compris. Voilà, c'est des gens qu'on connaît de nom. Aujourd'hui, je le vois voilà, en face, mais ça fait plaisir. Quand vous allez sur les moteurs de recherche, c'est un monument qui est là. Ne regardez pas son physique, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup... Non, sérieux. Généralement, mais ceux qui sont gros, mais ils ne font pas bonne chose.
Moi, les messes là, ils ont quelque chose. Parce que lui-même là, tout ce qu'il doit donner là, la chair est partie et tout ça. Donc c'est Oscar seulement qui est resté. Mais c'était grand, c'était grand. Alors, quand on me dit par exemple, qu'est-ce que je sais du Mali, mais en tant que profane, je dirais que le Mali c'est le désert. Le Mali c'est. Oui, mais c'est ça. Le Mali c'est Sotrama. Le Mali, c'est les mendiants, les petits mendiants dans les rues. Les sabariens sont. Mais c'est pas ça seulement. Mais c'est ça. La viande. Ouais, la viande également. Cette image que le profane dit du Mali, alors que c'est un grand pays. C'est un grand pays. Ce que vous faites, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Vous venez de l'Afiabou. L'Afiabou qui signifie la terre de la paix. L'Afiabou. Et bon, là. Ibissimila. Ibaranke. Baralabi Sarala. L'Afia. Voilà. Mais j'ai fait le Mali. Tout ce qu'on fait, ils ont parlé Bambara ici. Jamais. Alors vous dites que. Puis merci pour tout ce que vous faites pour notre frère DJ Jacob. Parce que c'est ça. Quand DJ Jacob chante depuis, il dit Satio, c'est de lui là il parle. Satio et DJ Jacob, même il n'est pas d'actualité. Ils sont nombreux à avoir chanté le nom de Momo de Paris. Oui, mais DJ Jacob, il n'est pas d'actualité, mais il est toujours gros, il en faut. C'est lui-là qui lui donne l'argent. Mais je dis que je voudrais faire un clin d'œil à tous la diaspora malienne. De l'autre côté, parce que quand on fait les statistiques, le plus gros transfert d'argent de l'Europe vers les pays africains, c'est la diaspora malienne. Franchement, c'est eux. C'est eux qui le font. Félicitations. Pendant que les autres, ils sont en train d'étaler leur laquine boucantière. Qu'on est boucan. Chapeau frère, merci pour tout ce que tu fais pour ton pays et en particulier en général pour l'Afrique. Son pays, c'est le Mali. Momo de Paris est là, c'est sa terre natale. Il a une véritable vision, un engagement à redorer l'image de son pays. C'est la raison pour laquelle il vient partager son histoire sur ce plateau. Momo de Paris, moi la première question tout de suite, c'est pourquoi pas Momo de Bamako? Allez, Momo de Paris. Maintenant, même moi, j'adore quand on dit Momo de Paris, il faut rajouter numéro 1. Il y a tellement de Momo de Paris. Oui, moi, je fais la différence par rapport aux autres. Numéro 1. Okay. C'est ça qui fait la différence. Ouais, on le voit sur votre casquette Momo de Paris, Uno. D'accord. C'est ça. Okay. Alors pourquoi Momo de Paris, Uno? Et pourquoi pas Momo de Bamako? Vous savez, quand je suis allé à Paris, à l'époque, moi, j'étais tellement fan de Paris, le nom Paris. Comme tout le monde, hein, parce que le nom Paris fait rêver tout le monde, honnêtement. Quand je suis arrivé, je vivais dans un banlieue, je me dis, mon mot de Paris. Moi, je suis quelqu'un, j'aime Paris. Le nom Paris, ça m'intéresse, ça me plaît. Pourquoi je vais vivre dans un banlieue? Je disais à mes potes, il faut que j'aille vivre à Paris même. C'est là-bas que le nom de Paris il est parti. D'accord, on a bien compris. Alors avant ce voyage, vous êtes, je rappelle très rapidement que vous êtes né, Philo le disait, à l'Afia Bougou, à Bamako. Oui. Vous avez fait vos études, vous avez obtenu un diplôme d'études fondamentales. Alors nous, ici, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. C'est quoi un diplôme d'études fondamentales? Chez nous, on appelle le DF. Après le DF, j'ai eu le diplôme aide comptable. Quand j'ai eu mon DF, c'est comme le brevet. D'accord, c'est un peu comme ce qu'on appelle ici le BEPC? Exactement, okay. Tout à fait. D'accord. Quand j'ai eu ça, j'ai été transféré au CFP, là-bas que j'ai eu mon diplôme d'aide comptable. D'accord. Quand j'ai eu mon diplôme, je suis venu à Abidjan chez mon frère. Vous avez obtenu votre diplôme d'aide comptable en 1998. Oui, tout à fait. La même année, vous êtes venu à Abidjan, vous avez votre frère en Côte d'Ivoire, c'est Sangari Sidiki Boubacar. Voilà. Franchement, entre parenthèses, ça c'est un frère qui m'a donné la chance. Je profite de l'occasion de le remercier sur le plateau. Parce qu'il a été là pour moi. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il est là pour moi. Je salue aussi mes parents parce que j'ai une éducation franchement familiale et puis solidaire. J'ai perdu ma maman il y a 2 ans et demi, paix à son âme, mais qui m'a donné une bonne éducation et mon papa aussi, que je suis fier d'être le fils de mon papa et de ma maman. Et je salue mes sœurs aussi également et tous mes amis, sans oublier mon chef de gouvernement Famadem depuis Paris. Il y a un sens de reconnaissance très aigu chez vous. Alors parlant de vos parents, ça me donne tout de suite un tremplin pour évoquer votre enfance. Vous étiez très débrouillard dans l'enfance, hein, système D. Oui. Assumé. Moi, je suis toujours été débrouillard parce que depuis que j'étais à l'école, je me débrouillais pendant les vacances. J'avais des amis riches. Honnêtement, moi, je suis issu d'une famille pauvre. Mais moi-même, je n'étais pas pauvre. Parce que j'avais des idées riches. Vous étiez riche en amitié? Exactement, en amitié, en même temps, même dans la tête, j'étais riche. Parce que je créais des choses. Même mes amis qui étaient riches, quand on sortait à l'époque, aller en boîte, c'est moi qui les payais pour eux. Alors expliquez-nous comment vous vous débrouillez. Qu'est-ce que vous faisiez comme activité pour avoir de l'argent de poche, pour avoir cette petite indépendance économique déjà alors? Pour moi, depuis que j'étais petit, il n'y a pas de sous-métier. Je vendais des maïs au marché.
je vendais les oranges. J'avais des mamans qui venaient de Dubaï, États-Unis, qui amenaient des marchandises. Je partais prendre les marchandises et les vendre au quartier. Ça fait que c'est ça qui m'a... Depuis là-bas, j'ai eu... depuis 11 ans, j'ai commencé ce genre de truc-là. Mais à 11 ans, on n'a pas forcément un fonds initial. Alors, comment vous vous débrouillez pour avoir peut-être des ressources pour aller acheter et revendre? Non, j'avais pas de fonds. C'était eux-mêmes qui me faisaient confiance, qui me donnaient la marchandise. Quand je vends, je ramène leur argent. Et vous avez une marge bénéficiaire? Tout à fait. Et puis, à l'époque, j'ai gagné bien. Ah, c'était sympa. Même j'étais là pour aider ma maman à l'époque. Moi, j'ai commencé à aider ma famille depuis à bas âge. Parce que moi, je suis quelqu'un... je ne vais pas dire seulement que merci, je veux qu'on me dise merci aussi. Super. Ça me donne envie d'envoyer quelques applaudissements. Alors, donc 98, après votre diplôme d'aide comptable, vous arrivez à Abidjan, précisément à Koumassi-Ramblay. Tout à fait. Chez votre grand frère de même sang, je le disais, Sangari Sidiki Boubacar, qui va vous héberger quelques mois. Et puis après, il décide de vous envoyer visiter la France. Tout à fait. À la base, c'était un visa de 2 mois. Touristique. Oui, voilà, un petit voyage touristique. 2 mois, vous arrivez en France, et là-bas, disons que votre vision change. Vous décidez de rester en France. Pas que ma vision change. Je suis tombé sur un ami d'enfance. D'accord. Une rencontre inespérée. Qui m'a fait comprendre que tu as eu la chance. Pour avoir les visas pour venir, ce n'est pas facile. Toi, tu as eu la chance, tu as l'opportunité d'avoir les visas. Tu as ton diplôme, tu sais qu'au Mali, il n'y a pas de travail. Pour moi, je préfère que tu restes, que tu te débrouilles toi-même. Vu que depuis l'enfance, moi, je suis quelqu'un de débrouillard, je me dis, ah, l'idée là, j'ai réfléchi. Pendant 2 nuits, j'ai appelé mon frère. Je lui ai demandé, j'ai dit, ah, moi, j'ai envie de rester débrouiller moi-même. Il a dit, tu es sûr? J'ai dit oui, parce que je préfère être indépendant. C'est bien de m'aider, mais il faut que moi aussi, je dois construire une famille un jour. Mais ce n'est pas en comptant sur mon frère seulement que je vais fonder ma famille. Il faut que moi aussi, je sois indépendant, libre. Puis pour être libre, il faut travailler. Si on ne travaille pas, on ne peut pas être libre. Si on est à côté d'un frère qui a les moyens, tu ne travailles pas, tu deviens fainéant. Et pourtant, moi, ma vie, je déteste d'être fainéant. Parce que je veux être un exemple, un modèle. C'est ça mon combat. Alors donc là, vous avez 2 mois pour séjourner sur la terre française. Vous décidez, après avoir échangé avec votre ami, de rester, voilà, pour gagner votre vie dans ce pays. Il faut trouver du boulot. Il faut trouver le boulot. Il faut aussi... des papiers. Des papiers. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? On est bien curieux de savoir. Dans la suite, j'ai eu la chance, à travers un billet de cet ami-là, j'ai eu un boulot. C'était quoi votre premier boulot? C'était manutentionnaire dans un dépôt de lingerie. Ok. Et puis, étant manutentionnaire, moi, le feeling, ça a tellement passé vite. Je suis passé chef de dépôt. Vous avez eu de très bons contacts avec mes boss. Très bon rapport avec vos patrons? Oui, parce que c'était un papa et ses 2 fils qui étaient le propriétaire de la... Exactement. De là-bas, c'est parti. Moi, mes collègues aussi que je les trouvés là-bas, la jalousie commence à... Parce qu'ils ne comprennent pas que moi, je viens, je prends... Parce que moi, j'ai été toujours leader. Ouais. Même depuis que j'étais à l'enfance, j'étais toujours leader avec mes amis d'enfance. Bon, c'est là-bas que la jalousie commence. Ils commencent à me mettre le bateau dans la roue. Des pots de bananes, J'ai perdu ce boulot. Ah, d'accord. Ah bon? Ouais. Alors ça va être quoi la suite? Il y a même une question qui brûle déjà chez Cassandra et peut-être aussi chez vous. On va vous satisfaire, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous ce midi. Restez là, bien en place, on revient juste après les messages commerciaux sur TI1. Momo de Paris, un nom que vous connaissez peut-être bien, mais pas forcément l'histoire. Ce promoteur de spectacle, ami de stars, se confie sur le plateau de ce midi. Il évoque sa passion, surtout pour son pays. Bon retour après la pub, mesdames et messieurs. Un plaisir de vous avoir toujours. Momo de Paris, vous nous disiez juste avant le break qu'en 98, voilà, grâce à votre grand frère, vous allez découvrir la France. C'était normalement prévu pour 2 mois, donc 2 mois de séjour touristique. Et ça va se transformer, on va dire, en une durée qui ne se calcule plus. Et tout ça est parti d'un conseil d'un ami d'enfance que vous avez rencontré là-bas et qui vous a dit il faut que tu saisisses cette opportunité pour te construire une nouvelle vie ici. Vous avez donc pris un boulot de manutentionnaire dans une entreprise de lingerie, entreprise familiale. Et là-bas, question de jalousie parce que vous avez été fort apprécié par vos patrons, les collègues donc ont commencé, vous l'avez dit, pour emprunter votre expression, à vous mettre des bâtons dans les roues. Et finalement, vous avez perdu ce boulot.
Et la suite, Cassandra, moi et tout le monde, on veut bien savoir. Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous n'avez pas perdu le travail parce que vous n'avez pas de papier et du coup, ça crée un peu de jalousie. Vous n'avez pas de papier et vous montez comme ça pour dépasser tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu ça la raison? Exactement, c'est ça même. C'est ça la vérité. Mais est-ce qu'il le savait? C'était pas évident. Est-ce qu'il savait que vous étiez... Non, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu balancer à mon boss que j'ai pas de papier. D'accord. Ah. Mais avec tout ça, le boss, il ne veut pas me lâcher. Il a dit, moi je veux faire tout pour que ce jeune homme gagne son papier. Régularise sa situation. Voilà. D'accord. Puis là-bas, c'est parti. Franchement, c'est ce boss même qui m'a beaucoup aidé. Il a commencé à introduire les papiers. Mais j'ai perdu le boulot. Hein. Mais lui, il m'a dit même si tu es régularisé, tu peux venir travailler chez moi. Parce que tu es la bienvenue. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un poli, travailleur, débrouillard comme toi. J'ai vu que tu reviens travailler avec moi. Donc, comme quoi, dans la vie, il n'y a pas que le savoir-faire. Hein. Il faut aussi, il y a le savoir-être, il faut savoir se comporter, il faut avoir une bonne attitude en société, rapport avec les autres. L'éducation, c'est la base. Ça, c'est la base. En même temps, excuse-moi, je veux juste lui dire merci à Mamadou Doumbouya. C'est lui qui est mon ami d'enfance, qui m'a donné le courage de rester. Parce qu'aujourd'hui, grâce à lui... Vous avez une toute autre vie. Hein, c'est ça, vous n'espériez pas. D'accord. Alors, oui. Je voulais juste dire, est-ce que dans cette galère, vous étiez animé par le désir constant de réussir parce qu'au pays, les gens vous regardaient? J'étais condamné à réussir. C'était ça c'est ça qui répétait dans ma tête, tout le temps. Et ces personnes qui vous jalousaient, ces personnes qui vous mettaient les bâtons dans les roues, c'était quoi? C'était vos frères africains, maliens? Mes frères maliens. Et par quelle pratique c'est quoi? Mes frères maliens, il y en a même qui étaient dans mon quartier même. On était dans le même quartier. Mais malheureusement, aujourd'hui... C'est quoi votre quartier? Il a fait beaucoup. Ah, d'accord. Depuis au Mali, au pays. La personne, elle est devenue clochard actuellement. Parce qu'il buvait, il est devenu clochard. D'accord. Alors, c'est pas mon souhait, mais bon, je me dis, tout ce qu'on fait, quand on fait du bien, on récolte du bien. Et quand on fait du mal, on récolte le mal. D'accord. Leçon de vie, alors. Alors, vous perdez ce boulot-là, vous avez besoin de continuer à exister. C'est là-bas que les galères commencent. Et ça nous intéresse, la part de difficulté de votre histoire. Quand j'ai perdu le boulot, je n'avais pas où dormir. Puis mon premier matelas en France, moi, j'ai ramassé par terre dans la rue. Votre premier matelas? Vous êtes ému? Oh, ça va aller. Je dormais dans un couloir de foyer. Pourtant, quand j'ai quitté au Mali, j'avais mon studio tout seul. Tous les matins, à 6 h du matin, je suis obligé de me réveiller parce que quelqu'un qui venait faire le ménage. Le seul coin que j'avais réfugié, c'était aller à la mosquée, dans le foyer, aller prier. Pour entretenir l'espoir. Tout à fait. D'accord. Alors, vous avez connu cette période très inconfortable et douloureuse d'exposition aussi, hein, parce qu'à tous les dangers possibles, parce que quand on est dans la rue, on peut se faire arrêter à tout moment, on peut se faire piquer, il y a pas mal de choses qui peuvent arriver. Dieu merci, par la prière, vous avez été protégé. Mais vous avez aussi rencontré un ami qui vous a proposé de venir rester chez lui le temps que les choses s'arrangent. Oui, c'était lui Mamadou Doumbouya, Didou. C'est lui qui m'a donné un coup de main. Je suis venu chez lui. J'ai eu la chance encore d'avoir notre boulot, vendeur dans un magasin. Et puis, quand j'ai commencé à travailler 2-3 mois, j'ai vu que je suis tombé sur un patron aussi, franchement adorable, qui m'a pris comme son frère. Très humain. Très humain. C'était un juif, mais lui, pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un plus humain que lui, franchement. Parce que lui, il m'a pris dans ses bras. J'étais pas un employé, j'étais son frère. Mais bon. Après, j'ai demandé à mon ami de trouver un studio dans les foyers, parce que c'est bien d'être chez quelqu'un, mais quand on commence à gagner sa vie, il faut prendre ta liberté. Partir, oui. Exactement. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. On a pris un studio dans les foyers. De là-bas, les choses commencent à aller. J'avais un ami qui habitait en plein Paris, en place Clichy. On travaille dans le même arrondissement. C'est lui qui m'a demandé, si tu veux, viens, on va cohabiter ensemble. On va partager le loyer ensemble. J'ai dit oui, pourquoi pas, parce que vu que je suis fan de Paris, je suis allé... Exactement. J'ai toujours rêvé habiter en plein Paris. Je suis allé chez lui. Un jour, j'étais dans la boîte de nuit au Titan Club. J'avais un autre ami d'enfance
qu'on faisait tout au Mali ensemble, que je suis tombé sur lui, qui s'appelle Charles Sissoko. Il est avec moi même aujourd'hui dans la salle. Ah d'accord, ok. Et vous lui devez beaucoup parce que... Qu'est-ce qu'il a fait, Charles Sissoko, pour vous, de façon très pratique? Charles Sissoko, c'est lui qui m'a montré l'essence du business. On a commencé à vendre les téléphones. Moi, je me rappelle, c'était T68, si je ne me trompe pas, ou T68. Le premier téléphone qu'on a vendu. Sony Ericsson, c'était Sony Ericsson. Hein? même Charles, il disait, mais comment tu peux quitter jusqu'à Paris, parce qu'il habitait à Créteil, pour venir, tu vas gagner que 50 francs. J'ai dit, Charles, j'ai un travail. 50 francs plus 50 francs plus 50 francs, c'est ça qui va faire plus. Mais 50 francs là, j'ai besoin. Au début, il disait, mais tu es fou. Mais après, lui-même, il a eu des contacts avec les Juifs qui ont des grands magasins de téléphone. Et puis on a commencé à 5, 6, jusqu'à on a eu la chance même de vendre même des conteneurs de téléphone. Franchement, wow, super. Honnêtement. Et c'est-à-dire que vous avez été très persévérant, vous n'avez pas méprisé les petites marges, non. Les petits commencements. Parce que moi, je travaillais... commencé gros forcément, c'est ça? Avec les Juifs que je travaillais, ils gagnaient 1 franc par pièce. J'ai eu cette philosophie. 1 franc plus 1 franc plus 1 franc plus 1 franc. C'est là-bas que tu vas gagner des millions. C'est cette philosophie, c'est cette école qui m'a servi. Parce que c'est une école. Hein. C'est très enrichissant de vous entendre dire des choses comme ça. Ça parle parce que parfois, il arrive qu'on rêve grand, on veut commencer un truc et on veut que ça décolle très fort. Or, c'est bon d'avoir cette patience-là de gagner petit à petit, de construire brique par brique le futur qu'on rêve. C'est comme une maison. Une maison, on ne construit pas comme ça. On fait le soupassement, on met les briques, ainsi de suite. C'est ça. La vie, c'est la même chose. Il faut juste être patient, garder le calme, être courageux et puis avoir la tête haute. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez vendu des téléphones, ensuite vous avez glissé dans le monde du showbiz. Exactement. Organisation de soirées. Ensuite, tout ça, c'était aussi aux côtés de votre ami? C'est lui qui vous a initié à... Non, honnêtement, non. Parce que moi-même, à la base, j'étais un fêtard. Un flambeur. Un flambeur. Alors, comment c'est venu donc cette introduction dans le monde du showbiz? Là où j'habitais, il y avait juste une boîte de nuit qui était pas loin de chez moi, à la place Clichy, qui s'appelle le Titan. Moi, quand je suis arrivé au Titan, je peux vous dire, c'est moi il y avait Nelson et le Titan à l'époque. C'est moi qui a commencé à mener tous les Maliens ou tous mes amis ivoiriens dans cette boîte. D'accord. Parce que là-bas, j'étais comme un roi dans la boîte. C'est vrai, parce que quand je venais, même si moi, il y a des gens qui m'attendaient devant la boîte, 100 personnes. Charles, il est témoin. 100 personnes, ils sont devant la boîte, ils m'attendent. Dès que je viens, il y a du monde, parce qu'on fait la queue à Paris, c'est le respect. Quand j'arrive avec mon groupe, je suis le prioritaire. Même les gens commencent à chipser. Tout ça, nous aussi, on faisait nos boucans, nos faros, on faisait le fumé. C'est normal. Et voilà. À l'époque, on s'amusait parce qu'on gagnait de l'argent de gauche à droite. On achète des bouteilles. Mais bon, moi, je n'ai jamais bu. Okay. Mais quand vous ramenez des clients, le propriétaire de la boîte, en retour, il vous donnait quelque chose? C'est là-bas que j'ai eu l'idée d'organiser des soirées. Parce qu'on venait avant, c'était gratuit. C'est nous qui dépensaient. Parce qu'à la base, mais à la fin, moi je venais à la boîte, je ne dépense pas un centime. Même les consommations qu'on me donne, c'était gratuit. Parce qu'à la base, c'est moi qui ai amené après la clientèle dans la boîte. Donc comment vient l'idée alors? Les premières soirées, comment ça se passe tout de suite? C'est là-bas que j'ai eu l'idée avec un autre ami malien qui s'appelle Barou. Je l'appelle Barou de Titan. C'est avec lui, on a réfléchi ensemble, j'ai dit mais on est en train de donner l'argent aux Blancs, mais on peut gagner avec eux. J'ai dit mais on va voir les boss, on va lui proposer d'organiser des soirées. Des soirées à thème? On a organisé des soirées maliennes, soirées ivoiriennes. Puis voilà, moi j'étais dans tout. Le boss, il était prêt, il a dit avec plaisir. Je travaille avec vous parce que je sais que c'est grâce à vous, ma boîte a vu le jour. Pourquoi pas, je partage le gâteau avec vous. Ah ouais, sympa. Et donc vous avez commencé à gagner un peu plus d'argent avec ces soirées-là. Exactement. Et beaucoup plus de prestige. Bon, ces soirées-là, ça m'a donné du prestige. Ça a permis que je sois connu dans le monde des shows parisiennes. En même temps, un jour, quand on organisait une soirée, il y avait mon ami d'enfance, Seydou Keita, qui jouait à Lorient à l'époque. D'accord?
Moi, à l'époque, quand je faisais des soirées, j'amène les joueurs de foot. Oui. Je les invite parce que c'est ça qui attire la foule. Pour que la salle soit remplie, il faut qu'il y ait des stars, tout ça. Eux aussi, ils étaient prêts, ils faisaient des kilomètres de voiture pour venir à Paris juste pour la soirée. Oui. Et vous avez fait connaissance avec pas mal de noms. Hein. En biais Siedou, grâce à Siedou, moi je suis rentré dans le milieu de footballistique. Parce que Siedou, c'est comme un frère à moi. Parce qu'il me présentait aux joueurs. Voilà mon frère. Il dit jamais mon ami. Il m'a toujours présenté, voilà mon frère. Depuis qu'il était à Marseille, jusqu'à arriver à Lorient, jusqu'à Barcelone, j'ai été le tapis rouge. Et Siedou, vous a présenté qui comme footballeur, juste pour l'exemple? Imagine, Didier Drogba, même en plus, je profite de passer son bonjour. Malheureusement, elle a dit de passer son bonjour à Carole. Ce matin, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit bonne chance pour l'émission. Tu passes mon bonjour à Carole. Caroline, vous voulez dire. Voilà. Caroline, elle m'a dit. Vous avez rencontré Kader Keita. Kader Keita, John Outaka, Olivier Thomer, et Daniel Cousin, pas mal de Aruna Dindan. C'est là-bas. On sent qu'il veut dire des choses et qu'il hésite. Et c'est de là qu'on vous cite dans les chansons souvent. Et tout, c'est par rapport à tout ce réseau-là que vous avez créé. Tout à fait. Okay. En même temps, j'ai eu l'idée. Ouais, on a des photos. Hein. Matt Gims, là on a Neymar. On a Neymar. Ah, c'est une belle photo ça. Je crois qu'on a dû rater d'autres stars parce que derrière les photos défilées. Vous avez rencontré du monde. Hein. Et tout ça, c'est grâce à la nuit. Grâce à la nuit. Super. Et vous avez profité, vous êtes très, enfin je vais pas dire opportuniste, mais très futé. Vous avez profité pour développer un autre business, celui de vendre des habits aux joueurs de foot. Aux joueurs de football. Parce que moi, à la base, j'étais toujours un sapétologue. Quand je venais au stade voir les joueurs, ils me voyaient toujours bien habillé. Ils me disaient, mais j'aime ça, j'aime ça. C'est là-bas que j'ai eu l'idée. À chaque fois, quand je commence à voyager, j'achète quelques pièces avec moi, la même chose que j'ai, j'amène ça. Commencer à vendre. Au début, c'est Seydou Keita qui prenait tout. En même temps, il appelle les autres potes. Quand j'amène le sac, ça commence, c'est parti comme ça. Ça fait que j'ai eu une chance par rapport à ça. Les autres joueurs qui jouaient dans les autres villes, je voyageais même pratiquement toutes les semaines. Tout ça pour aller fournir des vêtements, c'est bien ça. Ah, c'est super. Surtout, moi, j'avais beaucoup d'amis joueurs ivoiriens à l'époque. Je crois qu'ils doivent être très très heureux de vous suivre en ce moment. Oui, Cassandra. Monsieur Momo de Paris, oui. La légende raconte que vous faisiez des travaillements aussi. Donc d'où venait cet argent-là? Et est-ce qu'après l'argent, on vous le redonnait ou bien c'est juste pour le match vu? Moi, je n'ai jamais fait un faux travaillement. C'est toujours un vrai travaillement. Si je donne, je donne. D'accord. Je ne fais pas un faux. Ah donc les faux travaillements, ça existe? Bien sûr. Il paraît, oui. D'accord. Alors je pense que le meilleur travaillement que vous avez fait, et ça dont on est très très fiers, c'est celui de penser à votre pays d'origine. À partir de 2004, vous organisez votre premier événement au Mali. Avec DJ Jacob, la Nuit des Stars. La Nuit des Stars avec DJ Jacob. Oui. Et ce que vous avez fait depuis lors, parce que vous n'avez pas arrêté, vous avez organisé plusieurs événements, c'est que chaque fois que vous organisez un événement, vous récupérez une partie des recettes que vous dirigez vers le social. Tout à fait. Enfin, de passage, je veux dire merci à Kobo Kobo. Franchement, DJ Jacob, c'est un grand homme. DJ Jacob, Abou Nidal, un big up à eux. D'accord. Ça, c'est des frères. Des frères, tout à fait. Alors, donc, on revient donc sur ce point-là, social, événementiel, vous participez à la promotion de la culture malienne, tout ça pour redorer l'image de votre pays, on en parle. Vous savez, quand on parle de Mali, les gens, ils ont peur. Le Mali est sous la liste rouge. Mon combat, c'est quoi? C'est montrer aux gens. C'est le monde même qui est risqué actuellement. Il n'y a pas que le Mali. Moi, je défends mon côté Mali parce que c'est mon pays. Quand j'amène les grands artistes au Mali, imagine un Maître Gims qui est suivi par des millions de personnes, qui arrive au Mali, qu'on dit que le Mali est un pays de guerre. Il est en train de snapper. Il y a des millions de gens qui sont dans les autres pays. Je dis, mais Maître Gims, il est au Mali, mais on dit que le Mali, ça ne va pas. Je dis, mais c'est pas vrai. Du coup, ça montre une autre image du Mali. Oui, exactement, c'est que nous rencontrons. Les médias, c'est du pipeau. C'est ça mon combat. Parce que s'il n'y a pas de tourisme, le pays sans tourisme, c'est compliqué. Tourisme, culture, il faut une vraie effervescence. La culture, c'est important. C'est des choses ensemble. Tourisme, culture. Parce que la musique, c'est la culture. Quand on amène les artistes, c'est pour aider les autres, mes frères les artistes maliens aussi, à prendre l'exemple sur Maître Gims. Parce que, imagine, on a des grands
des grands artistes au Mali. Sidiki Diabaté, Ibawan, Talbi, etc. Ces gens-là, à chaque fois quand j'amène un grand artiste au Mali, je travaille toujours avec mes artistes locaux. Oui. C'est important. Vous créez un networking, vous les mettez en relation et tout ça. Tout à fait. Okay. Parce que j'essaie même de faire le featuring entre mes artistes. J'ai eu l'occasion de créer un featuring entre Sidiki et Fally Poupa. Le son n'est pas encore sorti. Oui. Même Sidiki encore bientôt, il fera un featuring avec Abou Debeng. Ça vient de donc moi. Voilà, on a l'exclusivité, c'est les bonnes informations. D'accord. Donc vous avez invité pas mal de stars, ouais, Fally Poupa, Maître Gims, tout ça au Mali, et vous avez fait aussi beaucoup d'activités sociales. Citons quelques-unes. À chaque fois quand j'amène un artiste au Mali, par exemple, quand j'ai fait Fally Poupa en 2018, j'ai donné 10 millions aux enfants orphelins de la guerre. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Tout à fait. Parce que ces enfants-là, c'est compliqué. Ils ont besoin de quelque chose pour vivre. L'État est là, mais moi, je ne compte pas sur l'État. Parce que moi, je me dis, chacun a son rôle de jouer en faveur de son pays. L'édifice de son pays. C'est ça mon combat. C'est pour ça que je ne regarde jamais l'État. Mais généralement, j'ai une chance aussi. L'État, ils sont reconnaissants. Ils voient mon combat. Je suis encouragé. Parce que toutes les cérémonies, je suis invité. Tout ça, c'est des guides de récompense. Ils sont reconnaissants à ses côtés. Et les jeunes aussi sont reconnaissants. Ils vous bien aiment sûr, beaucoup, bien ils sûr, vous bien sûr. sur les réseaux sociaux. Surtout les jeunes. Parce que moi, les concerts que j'ai fait au Mali, que j'organise au Mali, c'est pas parce que je ne donne pas seulement l'argent aux gens, mais j'emploie, j'ai créé des emplois. Vous créez des emplois, tout à fait. Parce que les jeunes qui travaillent avec moi, ils gagnent leur vie. Vous avez ouvert votre MAC au Mali qui aussi a permis à pas mal de jeunes d'obtenir du boulot. Exactement. Des boutiques Momo de Paris, c'est ça? Pour le moment, il n'y a pas boutique Momo exactement, mais je travaille en collaboration avec des amis comme Ayabay Allure, chez Famadem aussi. On est en train de travailler pour Abidjan, Sénégal. Par rapport à c'est Corona qui m'a mis un peu en retard par rapport à mes projets. Mais bon, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Effectivement. On a le plus important, c'est l'avenir est meilleur. Moi, j'ai confiance. D'accord. Alors, vous faites beaucoup pour votre pays. On n'aura pas le temps de tout déballer dans cette émission. On a essayé de toucher les grands axes de vos initiatives. En tout cas, on est très fiers. Et s'il y a un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, et c'est avec ça qu'on va terminer, c'est la paix et la cohésion sociale, et puis au Mali et l'avenir de la jeunesse. Donc, un dernier mot sur ça, Momo de Paris, avant de me dire au revoir. Avant ça, s'il vous plaît, je voulais remercier les chanteurs qui me font confiance. Quand commence à J. Jacob, jusqu'à Maître Gims, Fally Poupa, parce que moi j'ai une confiance très importante avec eux. Parce qu'imagine un Fally Poupa qui chante, qui te fait une dédicace, ça veut dire que c'est pas n'importe quoi. Un Maître Gims qui remplit le stade de France, 80 000 personnes, 75 000 personnes, qui te fait une dédicace, c'est touchant. Mais ça me donne toujours envie de travailler. C'est pour ça que je regarde l'écran. Je dis à la jeunesse, les gens qui veulent devenir comme Momo de Paris, qui veulent devenir comme moi, c'est travailler. C'est travailler. La patience. Surtout la patience. Et puis le respect. Momo de Paris, on ne va pas ajouter un seul mot à ce que vous venez de dire, c'est tellement parfait. Et merci beaucoup pour votre belle humilité, ce sens de la reconnaissance. Vos valeurs elles nous ont aussi touchés parce qu'on a pu le remarquer. Sans oublier de dire à mes amis, à mes fans, il paraît que les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment bien regarder les jolis vêtements, les jolis vies des gens. Mais surtout, dis aux jaloux de ne pas quitter. Ils vont admirer un jour, Inch'Allah. Restez connectés, c'est Dieu qui est fort. Travaillez pour répondre aux jaloux. Et surtout, toutes nos excuses pour les larmes tout à l'heure qu'on vous a fait couler. Bon, voilà. Allez, merci beaucoup, Momo de Paris. Et tout de suite, mesdames et messieurs, la seconde partie de cette émission après la pause pub. On se retrouve. Merci à vous. Merci beaucoup. Besoin d'unité en urgence? Mauve Crédit Secours vous dépanne. Tapez étoile 444 dièse et remboursez au prochain rechargement. Ensemble, faisons barrage au Covid-19. Move, no limit. Au niveau de l'émission, c'est bien Chris Paterna-Sémion qui prend le relais avec des statistiques pour nous rappeler l'urgence et l'importance de respecter les barrières où on fait les gestes barrières. Alors Jean-Michel, disons que le bilan est amer.
par rapport à ce que nous avons dit, enregistré hier. Alors, le point de l'évolution de la maladie enregistré ce lundi, nous avons 355 nouveaux cas contaminés et nous avons 85 nouveaux guéris et on totalise un décès. Voilà. D'accord, nous allons être rejoints dans un petit moment par le docteur Linda Kaboré, Oui. voilà, avec qui nous allons aborder certaines questions importantes, toujours liées à Covid-19. Voilà, mais avant En cela, attendant, j'ai une information très importante. allez-y, mon cher. Alors, à l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire est fortement impactée par cette crise sanitaire et a envie de permettre aux entreprises de bénéficier d'un soutien. Le gouvernement a mis en place un fonds de soutien Covid-19 dédié aux PME, doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Alors, pour être éligible à ce fonds, il faut être une entreprise dont le chiffre d'affaires n'atteint pas 1 milliard de francs CFA. Et il faut être en activité effective et continue et sur les 2 années fiscales 2018 et 2019. Voilà. D'accord. C'est bien noté pour tous ceux qui nous suivent. Docteur Linda Kaboré, s'il vous plaît, oui. Très rapidement. Bonjour, bienvenue. Bonjour, docteur. Comment ça va? Ça va mieux. Merci. Welcome. Merci. Allez, à vous de jouer. Mon cher Alors, Pater. docteur, il y a mon styliste qui m'a livré ce matin ce vêtement. Et hier, il était à Djamé pendant qu'il faisait ses courses. Il a remarqué la même scène dont nous avons déploré hier au cours de l'émission. Et aujourd'hui, on se retrouve à 355 nouveaux cas contaminés. Est-ce que le pire est à craindre? Je crois que la question n'est même pas à poser. Vous voyez que déjà on était choqués quand on avait 150 cas. Après on était choqués quand on a eu 200 et quelques. Là on passe à 300 et quelques. Je crois que si on ne se ressaisit pas, si chacun de nous ne devient pas un peu responsable, je parle de chacun de nous personnellement, si on continue à faire le déni de la maladie alors que la maladie se rapproche de chacun de nous tous les jours, on voit des cas autour de nous, le pire est... je ne le souhaite pas, mais moi-même je suis un peu découragée. J'avoue, parce que beaucoup d'efforts sont faits, c'est ce qu'on disait hier, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps et sont passés, les personnels de santé sont au front tous les jours. Et là, je viens de passer devant un centre de dépistage, c'est plein. Plus on va augmenter les cas, plus on va être débordé. Et là, je ne sais pas ce qui va arriver. D'accord. Alors, Paterne, s'il vous plaît, est-ce que on pourra avoir le nombre total? Parce que vous avez rajouté depuis hier, mais de façon globale, combien il y a de cas en tout? Je pense que tout à l'heure, quand on a... je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Donc, en fait, ma question est la suivante, docteur. Est-ce que... On est à 5 439 cas. D'accord. Avec 355 nouveaux cas. 85 nouveaux guéris. Vous vous rappelez qu'avant, on équilibrait un peu parce que le nombre de guéris correspondait à peu près au nombre de cas contaminés ou bien le nombre de guéris était supérieur. Là, pour rattraper les 355 nouveaux cas et 85 guéris, si encore ce soir il y a accumulation, ça va être avec un décès, 46 personnes décédées et 2803 personnes en traitement. Donc déjà, il faut monopoliser du personnel de santé pour 2803 personnes qui sont sous traitement. D'accord, docteur. Alors, ce n'est pas extensible. Le personnel de santé, ça fait 3 mois qu'ils sont au front au quotidien. Pitié même pour eux, pitié pour vous, pitié pour vos proches, que vous risquez aussi de contaminer. Donc, que chacun de nous, vraiment, soit sous... Parce qu'on aura beau prendre des mesures, mais si elles ne sont pas appliquées, c'est... Moi, aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu triste. D'accord. Alors Cassandra, votre question? Oui, moi, c'était pour savoir, l'idéal, est-ce que ce ne serait pas de repartir dans un confinement total?
Parce que depuis lors, la situation ne fait que se dégrader. Écoutez, je pense que je ne suis pas Oui, la personne qui décide je sais. au Conseil national de sécurité, mais je pense que le Conseil national de sécurité a eu confiance en la responsabilité de tout un chacun. Donc déjà, ils ont réduit, c'est une très bonne chose, le nombre de gens qui se rassemblaient, parce que c'était 200, mais les gens n'ont pas compris que 200, ça dépend si tu es dans un espace ouvert ou fermé. Si c'est dans 50 mètres carrés, les gens ont retenu 200. 200 qui soient dans 50 mètres carrés ou 500 mètres carrés, ils faisaient la même chose. Donc il y a eu contamination. Et maintenant, le reste. Mais j'ai le souvenir que le Conseil national de sécurité avait dit allègement des mesures, mais nous pouvons revenir sur notre décision. Donc là, la balle est dans leur camp. Docteur Philo. Oui, alors, avec ces chiffres-là, franchement, vous le disiez tout à l'heure, ça fait peur. Moi-même, j'ai peur. Alors, puis, vous disiez tout à l'heure que vous êtes passé devant un centre ce matin, il y avait du monde, voilà. Est-ce que déjà, vous qui êtes dans le domaine voilà, sanitaire, est-ce que déjà des dispositions sont en train d'être prises pour affronter ce pire-là? Parce qu'on va vers le pire. Est-ce que les dispositions sont en train d'être prises? Parce que quand vous dites que déjà, il y a du monde devant un centre, ça veut dire que quelque part, est-ce qu'il y aura en vue la mise en place d'autres centres de dépistage? Oui, au début, quand on était à un petit peu de cas, on avait 7 centres de dépistage. Là, on est passé à 14 centres de dépistage. 14 centres qui peuvent faire chacun 100 dépistages, ça fait 1400 dépistages par jour. Mais ce n'est pas parce qu'on a 14 centres qu'il faut les remplir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si chacun de nous était responsable et ne se faisait pas contaminer parce qu'il a voulu aller boire la bière ou quelque chose d'autre, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Moins il y aura de malades, moins les centres seront engorgés, plus le personnel de santé, que je félicite vraiment, ils seront moins débordés et plus ils seront concentrés. Parce que ça ne sert à rien de multiplier les centres. Et en plus, les centres de prise en charge, on en a beaucoup. Et on a de la chance en Côte d'Ivoire d'avoir tout ça. Les autres pays n'ont pas ça. Et en plus, c'est gratuit. Ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut que tout le monde profite de la gratuité. Mais les ressources humaines ne sont pas extensibles. On a un nombre défini de personnel de santé. On va finir par réquisitionner peut-être d'autres personnels ou peut-être des gens à la retraite, j'en sais rien. Mais ils ne peuvent pas se démultiplier. Donc pitié, et puis il faut qu'ils se reposent un peu quand même. Il y en a qui travaillent 24 heures sur 24. J'ai découvert ça la semaine dernière. Chris Paterna, c'est bien. Alors, docteur Linda, mon couturier Kovana encore me demandait ce matin. C'est quoi cette histoire? Et il m'a demandé de vous poser la question. Vous Alors, arrivez à me faire rire aujourd'hui. au début de cette épidémie, on avait dit que le virus avait un faible taux de pénétration dans les pays chauds. Nous constatons qu'actuellement, il pleut, il y a moins de soleil, et en même temps, on remarque que le nombre de contaminations accroît. Ça croît? Ouais, ça croît. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité? Non, cette histoire de pays chaud, là, il faut arrêter. Il faut arrêter la météo et tout. C'est le comportement de chacun. Laissez-moi cette affaire de pays sec, pays chaud et tout qui est sortie au début même de la pandémie où on ne connaissait même pas le virus. Laissez ça, ça on le saura quand toutes les études seront terminées. Pour l'instant, chaud, froid, pluie, météo, tout ce que vous voulez, neige, on sait que le virus Neige, est c'est là. pas près d'arriver. Hein. Non, enfin, on a eu de la grêle hein, déjà à Mans et tout ça, attention. Hein. Bah, pas dans la ville. Oui, mais les grêlons et la grêle, c'est un pas vers la neige. Hein. Il manque plus qu'un peu. Vivement pour cette aller. époque, on va aller passer les vacances là-bas. Docteur Linda. Non, ce que je veux dire, Oui. c'est que faut laisser toutes les théories et toutes les recherches scientifiques ne sont pas terminées. La seule chose qu'on vous demande, c'est le respect des mesures barrières. Tout à fait. Et laisser les scientifiques travailler. D'ici quelques mois, quand ils auront fait les expériences, les essais cliniques et voir ce qui s'est passé dans les pays chauds, froids, quelle est la différence, qu'on pourra refaire des réunions
comme Africa Santé Expo pour échanger nos expériences et partager et tout ça, là, on pourra vous sortir un document final. Pour l'instant, 1 mètre minimum de distance, le masque, le masque, Et encore le masque. et le lavage des mains, Le masque. et le masque. Alors, concernant le respect des... Très rapidement, parce que... Concernant le respect des mesures barrières, vous avez attiré notre attention sur un document paru dans un journal où il y aurait des bars et des maquis clandestins qui sont ouverts. Ah, Bah écoutez, merci beaucoup. Je pense que demain, avec Caroline Da Silva, vous pourrez creuser toutes ces regardez questions-là. comment ils sont installés. Merci toutefois pour ce qu'on a déjà pu communiquer aux Ivoiriens et à tous les pays qui nous suivent. Merci beaucoup, Dr Lina Cabré. Cassandra, c'était un plaisir aussi de vous avoir sur ce plateau. Pareil pour mon cher Chris Patarassemian et pour notre griot, c'est quoi, c'est le jelly Oui, aujourd'hui. Dr Philo. Jelly qui a Merci peur à des toute chiffres. l'équipe technique qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Merci à Mary Maud, merci à vous, mesdames et messieurs. On vous embrasse très fort, on vous souhaite une excellente journée. Et demain, le plaisir continue sur CMidi. Soyez là au rendez-vous. En attendant, ratez pas le JT, c'est juste après. Allez, bonne journée. Merci Jean-Michel.